Merci beaucoup pour cette introduction. Donc voilà, bah c'est un parcours comme un autre, mais ça montre quoi? Ça montre que j'ai commencé par une carrière scientifique et que je suis aujourd'hui dans une carrière d'entrepreneur, d'entreprise. Et c'est pas innocent, parce que ça correspond à ce que je fais et ce que je vais vous montrer également maintenant. Donc, Water Ecosystem, donc ce qu'il faut voir, je vais vous présenter un peu plus au fur et à mesure, mais ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un début d'entreprise. C'est pas vraiment une histoire scientifique. Je dis histoire parce que du coup, ça va vraiment être un peu plus une histoire ce que je raconte. Et voilà, parce que c'est un colloque scientifique, donc c'est important que je dise, même si là, c'est le moment où justement on met en application. Et c'est un exemple évidemment parmi d'autres que je vous présente, qui est le mien. Et du coup, c'est plutôt une présentation d'entreprise que je fais plutôt qu'une présentation scientifique. Et donc, Water Ecosystem a cette ambition de transformer l'air en eau, en sachant dès le début qu'il y a beaucoup d'eau qui est disponible dans l'air, puisque je donne des chiffres qui seront à vérifier, mais qui a, je crois, entre 3 et 6 fois plus d'eau disponible dans l'air que dans nos rivières, sous forme de vapeur d'eau, qui est l'humidité qui existe dans l'atmosphère. Et tout part de là. Ok. Water Ecosystem est donc une société qui a été créée il y a 2 ans, 2024, qui est basée à Perpignan, par 2 fondateurs, c'est Yann et moi-même, qui sommes tous les deux de profils scientifiques et industriels. Donc aujourd'hui avec un gros travail d'ingénieur et de gestion pour l'entreprise, où justement on en avait, voilà, on a vu avec mon parcours qu'on travaille sur beaucoup de projets de R&D à droite à gauche dans diverses expériences. On n'a pas fait les mêmes, hein, bien entendu, mais qui nous poussent aujourd'hui à aller créer nos propres produits, nos propres ingénieries, nos propres solutions sur des sujets qui nous touchent. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Et le contexte du coup de travail qu'on s'est fixé, parce que c'est nous qui choisissons au début, c'est de, vivant à Perpignan, de faire le constat des grosses problématiques qui existent dans le sud de la France. Pas que, évidemment, parce que c'est également partout dans le monde, mais faire ce constat-là, donc les sécheresses, des restrictions d'usage de l'eau, des tensions sur la ressource en eau, et ce genre de choses, d'identifier le fait qu'il y a des besoins qui sont liés à ça sur les usages, des ruptures d'activité, notamment dans le monde agricole pour donner un exemple, mais il y a beaucoup d'autres, énormément d'autres d'ailleurs, et des problèmes à adresser, avec des solutions à adresser dans cette gestion de l'eau qui est aujourd'hui pas durable pour la rendre durable. Et nous, c'est notre réflexion du début, c'est trouver une solution pour avoir une gestion de l'eau qui devient plus durable. Et on a décidé de travailler sur les générateurs d'eau atmosphérique solaire. Et je vais expliquer ça à partir de maintenant. Alors, quelques exemples pour un peu plus parler du contexte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire, climatiques, parce que ça a été extrêmement décrit avant moi et beaucoup mieux que ce que je suis capable de faire. Donc c'est important. Mais la transcription que moi j'en lis de tout ce qui a été dit avant moi, ça c'est ce qui en ressort finalement dans la société et dans l'économie du territoire. Je parle spécifiquement des Pyrénées-Orientales parce que c'est là que je vis et c'est là que j'adresse mon marché du début. Parce qu'après, évidemment, on va essayer de s'expandre. Mais donc voilà, ça se traduit comment? Ça se traduit par de l'arrachage de vignes et donc 40% de perte d'exploitation dans la vallée de la Glie en 2024. Pareil en 2025. Et donc dans la viticulture, des grosses difficultés. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Des températures qui augmentent, avec tout ce qui s'ensuit, on l'a dit, sécheresse des sols, ce genre de choses, tension hydrique sur les plantes et sur le reste, etc., etc. Et ça se traduit comment? Donc avec un stress hydrique qui devient structurel plutôt que conjoncturel. Voilà, ça fait maintenant des années qu'on a la problématique. Des sécheresses et des restrictions. Là, il y a la carte Vigio, j'y reviendrai après, de 2025, où on voit tout simplement la situation des restrictions en France à cette époque-là. Je donnerai des cartes plus actuelles après, qui montrent quoi? Que tout simplement, c'est des pénuries d'eau auxquelles on fait face, et donc du coup, on restreint les usages. On a tous
à peu près. Non, je n'ai pas le droit de dire ça. On n'a pas tous accès à l'eau potable chez nous, surtout dans les Pyrénées-Orientales où il y a des zones reculées où c'est pas le cas. Mais on a tous accès à l'eau d'une façon ou d'une autre. Et mine de rien, les préfectures et l'État mettent énormément d'efforts et de moyens pour que tout le monde ait accès à l'eau quoi qu'il arrive. Mais c'est de plus en plus dur. Ça coûte de plus en plus cher. Il y a des camions citernes qui vont livrer de l'eau. D'une façon ou d'une autre pour les zones où les châteaux d'eau sont vides pendant la période estivale, en ce moment même, etc., etc. Voilà, donc des restrictions et des pénuries qui sont à gérer. Et une forte tension sur les usages, je l'ai dit, les paysagers, le monde agricole, tout ce qui va être lié à les espaces verts, les plantes, la verdure, l'agriculture, et après les usages généraux également, un peu moins sur le tourisme, mais également, et tous les usages généraux pour tout le monde. Donc les besoins qu'on identifie vis-à-vis de ça, c'est un besoin de continuité d'accès à l'eau, facile à dire, des solutions adaptées, beaucoup moins facile à dire, en termes de coûts, de contraintes et de responsabilité sociétale et environnementale. D'un point de vue des entreprises, c'est une notion très importante. Je rentre pas trop dans le détail là-dessus ici. Et le respect des directives, je l'ai dit, avec des restrictions. Et regardez ça sur le long terme, avec des normes qui évoluent. Le ministère de l'Environnement également, qui essaye de mettre en place des choses. Et bien, tout ça, ça évolue au cours du temps. Donc là, c'est les administrations et les instituts qui imposent sur la vie courante, sociétale et d'entreprise, des choses auxquelles on doit s'adapter. Une courbe de l'évolution, c'est pour enfoncer le clou, mais ça a été fait vachement efficacement ce matin, donc je vais pas aller dessus. Cette courbe, c'est pas la mienne, hein, c'est pour le département des Pyrénées-Orientales, la courbe d'évolution des températures entre 1960 et 2022. Voilà. Cette carte, c'est celle du BRGM qui montre l'état des nappes phréatiques à un instant T. Et ça, c'est maintenant. Donc là, on est 15 juin 2026. On voit que dans les Pyrénées-Orientales, donc sud de la France, ça se passe bien en ce moment. C'est rare. Voilà. Ça se passe par contre pas du tout bien ailleurs. Voilà. Ça, je voulais la montrer. C'est la carte actuelle. Et moi, en tant qu'entreprise qui apporte des solutions, ben, c'est de là que je pars. C'est où est-ce qu'il y a des problèmes. Et quand je regarde ça dans le détail, parce qu'il faut pas prendre juste un instant T, il faut prendre les choses dans un contexte plus général. Depuis que le BRGM, donc c'est un institut français qui regarde les nappes phréatiques, étudie ces cartes et édite ces cartes-là. La première, c'était en 2023 sous ce format-là. Et ils éditent des cartes depuis bien plus longtemps que ça, bien entendu. Voilà, jusqu'à octobre 2025, donc il y a 6 mois, c'était encore le cas, avant les pluies qu'on a eues cet hiver. Voilà, là, pour le coup, les Pyrénées-Orientales sont tout le temps rouges. Ça veut dire que l'état des nappes phréatiques, il est au niveau crise. Hein, il y a la petite échelle en bas à droite. C'est niveau crise, c'est la situation pour les nappes phréatiques, donc la disponibilité de la ressource en eau dans les nappes phréatiques au niveau du département des Pyrénées-Orientales et autour. Hein, voilà, je dis ici, mais en réalité c'est variable, tout simplement, et c'est pas trop mon domaine de spécialité, mais ça c'est le constat que je fais, c'est ça. Voilà. Donc la traduction de ce qu'on a vu ce matin d'un point de vue scientifique, ça se traduit sociétalement et administrativement comme ça. Voilà. Ça, c'est la carte des restrictions actuelles. On est 4 juillet 2026. Donc c'est celle qui est en ce moment disponible sur Vigio. Hein. Toutes ces données-là, elles sont disponibles sur Internet, sur les sites Internet du gouvernement. Voilà la carte des restrictions actuelles pour le mois de juillet 2026. Et la courbe qu'on va à droite, c'est le nombre de départements qui est soumis aux restrictions. Avec la part qui est en rouge foncé, c'est le nombre de départements qui sont en restriction de niveau crise. C'est-à-dire, il n'y a pas plus dur. On ne sait pas mettre plus de restrictions que ça aujourd'hui d'un point de vue réglementaire par l'État. Et notamment, on le voit pas, mais ici... Ah, j'ai la souris là. En ce moment, si je me trompe pas, bon, j'arrive pas à lire, mais de mémoire, c'est 34 départements qui sont au plus haut niveau de restrictions sur tous les usages de l'eau aujourd'hui. Voilà. Et donc là, c'est la courbe sur un an, entre il y a un an, donc l'été dernier jusqu'à aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une grande variation en fonction de la saisonnalité, mais qu'on est quand même sur quelque chose de difficile à gérer. Je reviens sur le sud de la France, mais en réalité, il faut regarder les choses dans son ensemble. En ce moment, ben voilà, on voit des restrictions sur plusieurs zones de la carte de la France. C'est assez rare qu'on ait des restrictions dans ces zones-là, de mémoire, hein, évidemment. Ouais. Et d'habitude, ben, dans cette zone-là, il y a énormément plus de restrictions. Donc on voit que il y a des variations et c'est normal. Le climat est une chose variable.
Alors, qu'est-ce qui est disponible comme solution pour essayer de faire face à cette situation? Aujourd'hui, ce que fait tout le monde, c'est la première chose, l'eau du robinet. Je vais expliquer un petit peu cette courbe. C'est une représentation que j'ai faite moi, donc évidemment c'est perfect. Enfin voilà, c'est imparfait. Mais en axe horizontal, j'ai essayé de représenter les différentes solutions qui existent pour avoir de l'eau aujourd'hui, pour s'approvisionner en eau, avec la facilité de déploiement et d'usage. Autrement dit, est-ce que c'est accessible? Voilà, facilement dans le temps et dans l'espace. Et en axe vertical, ici, l'impact environnemental positif. Autrement dit, est-ce que c'est durable? Est-ce que ça pollue ou non? Est-ce que ça émet du CO2 ou au-delà du CO2? Est-ce qu'on pompe de l'eau dans les nappes phréatiques? Parce que c'est pas durable pomper de l'eau dans les nappes phréatiques dans les cas où ça se renouvelle pas. Voilà. Et j'ai essayé de faire une sorte de comparaison comme ça sur deux axes avec la plupart des solutions qui existent. L'eau du robinet, je l'ai mis ici. Aujourd'hui, c'est facile, à peu près facilement utilisable, mais déployable, non. Voilà, il y a énormément de contraintes d'infrastructure qui sont gérées par l'État pour pouvoir le mettre. Donc, je l'ai mis au milieu, c'est notre référence. Et est-ce que ça a un impact environnemental positif? En réalité, c'est difficile à dire parce que c'est pas une source d'eau, c'est un acheminement d'eau, l'eau du robinet, qui a été traitée, etc. Bon, je l'ai mis là, ça nous sert de référence. Et voilà, après, il y a les bouteilles d'eau. Pareil, c'est très variable. Je l'ai mis à côté parce que je pouvais pas le superposer. Par contre, c'est plus cher. J'ai mis un petit indice en couleur sur la. C'est à peu près entre 50 et 100 fois plus cher au litre d'eau ou au mètre cube d'eau. C'est selon. La désalinisation est une solution qui est très employée aujourd'hui, avec beaucoup de variations. À savoir, premièrement, ça pollue. Ça coûte extrêmement cher en infrastructure. Ça coûte extrêmement cher en électricité. Donc c'est pas facilement déployable du tout. Et quand je dis que ça pollue, du coup l'électricité que ça consomme, mine de rien, ça émet du CO2 en fonction de ce qu'on utilise comme électricité. Et surtout les rejets de saumure d'eau salin finalement qu'on rejette à proximité de la centrale font que l'eau est de plus en plus salée à proximité de la centrale. Et donc du coup c'est de plus en plus compliqué de désaliniser. Voilà, jusqu'à avoir vu l'été dernier à Barcelone qui utilise énormément d'eau désalinisée, ils ont dû fermer la centrale en plein milieu de l'été. Voilà, c'est probablement pas la seule raison, mais ça montre les choses quoi. Les filets récupérateurs d'eau, c'est des filets qui récupèrent les gouttelettes d'eau qui sont dans la brume. Donc on les met, il y en a beaucoup au Maroc par exemple, il y en a pas beaucoup en France parce que dans le sud de la France, il n'y a pas de la brume de façon très répétée. Mais en Afrique du Nord, on en voit pas mal et ça permet de récupérer des mètres cubes d'eau dans les cas où généralement c'est le long des, en remontant le long des oueds, il y a des ou les lits de rivières, il y a de la brume qui se met en place et qui remonte le long des lits de rivières et on arrive à récupérer de l'eau liquide comme ça. Donc dans certains cas ça s'utilise bien, c'est très facilement déployable, mais en réalité on peut vraiment pas l'utiliser partout. C'est très rare les endroits où on arrive à le déployer efficacement. Le forage, voilà, tout dépend où, comment, l'eau disponible dans le forage, la profondeur, l'électricité que ça consomme, etc. etc. La récupération d'eau de pluie, on l'a vu ce matin, ça dépend. Voilà. Est-ce qu'il pleut plus? Est-ce qu'il pleut différemment? Est-ce qu'il pleut avec des crues ou tout d'un seul coup, etc. On a vu que sur les Pyrénées-Orientales, il y a de la variation, mais en réalité, si on fait d'une moyenne sur le long terme, Yves Tremblay l'a dit, il n'y a pas tant de haut en moins que ça. Bon, ok. Par contre, est-ce que ça tombe tout d'un seul coup? Du coup, il faut des grosses infrastructures pour pouvoir la récupérer. Ou alors, comme on l'a vécu, en 2023, il n'a pas plu, quasiment pas, de mémoire. Il y a des fois où on n'arrive juste pas à en avoir. Du coup, c'est limitant. La réutilisation d'eau, c'est-à-dire du recyclage ou du retraitement d'eau, ce genre de choses, c'est beaucoup plus large que ça. On l'a vu également ce matin, c'est limitant parce que il y a des contraintes. Quand on recycle de l'eau, on ne peut pas l'utiliser pour le même usage, donc on va pas faire de l'eau potable comme ça. Et il y a des contraintes biologiques, on va dire, qui font que c'est difficile de s'assurer que l'eau est suffisamment saine. C'est pas le seul problème, c'est on peut pas faire ça partout. Si on commence à réutiliser de l'eau en sortie d'une centrale de traitement d'eau, d'épuration, tout simplement, au milieu d'un fleuve, ça veut dire que c'est de l'eau qu'on enlève en sortie pour le remettre dans le fleuve. Donc on réduit d'autant plus le débit. Donc ça, c'est limitant également. Donc généralement, on met ce genre de choses pour ces grandes échelles-là à l'embouchure des fleuves. Voilà. Donc, par exemple, ça a été fait à Canet-en-Roussillon de mémoire, parce que c'est tout simplement sur la côte littorale, et donc là, on arrive à récupérer de l'eau comme ça. Mais on peut pas du tout le faire partout. Voilà.
Et les deux solutions qui m'intéressent moi, en tout cas qui ont été en réflexion, c'est les générateurs d'eau atmosphérique électrique, qui sont des machines, celles-ci, qui font du froid, voilà, qui consomment de l'électricité et qui font du froid. Et en faisant du froid, on condense l'air. Quand on prend une bouteille d'eau qui est dans le frigo, elle est sèche sur sa surface. Quand on la sort du frigo, très vite, il y a des gouttes qui se forment dessus, c'est de la condensation. Le fait que la bouteille d'eau, quand on la sort du frigo, elle soit froide et mise au contact de l'air extérieur qui a une humidité dans l'air, on refroidit l'air extérieur et à ce contact, on crée de l'eau. Cette machine-là, c'est une machine qui fait du froid et dans laquelle on ventile de l'air énormément à l'intérieur et qui va créer des litres et des litres d'eau comme ça. Voilà. Ça consomme plusieurs centaines de watts pour faire 1 mètre cube d'eau du coup ça consomme beaucoup d'énergie comparativement pour faire de l'eau. C'est également, là c'est une machine assez petite, elle fait la taille d'un vrai frigo tel qu'on les connaît, à peu près pour faire quelques dizaines de litres d'eau par jour, ce qui est déjà pas mal, mais qui a un coût, et voilà. Et c'est ce que je voulais dire. Donc ça a ses limitations. Pourquoi il n'y en a pas partout ? Parce que je l'ai dit, ça consomme de l'électricité et c'est pas des machines qui sont gratuites. Voilà. Plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros en fonction de la taille des machines. Voilà. On en trouve par exemple sur les plateformes pétrolières qui font la taille de conteneurs ou ce genre de choses, qui sont des machines qui coûtent très cher. Mais sur une plateforme pétrolière, on n'a pas trop de problème d'énergie ou de coût de l'énergie, donc on arrive à compenser efficacement. C'est un exemple. Et nous, ce qu'on propose, c'est donc un autre format de générateur d'eau atmosphérique, qui est un générateur d'eau atmosphérique solaire. Je vais rentrer dans le détail juste après, qui correspond finalement à un panneau solaire thermique. C'est pas du tout photovoltaïque, hein. Il n'y a pas de cellules photovoltaïques dedans. Ça ne génère pas d'électricité, ça génère de l'eau. Donc ça fonctionne sous un format thermodynamique où on va convertir donc l'humidité de l'air, donc la vapeur d'eau qui est dans l'air, et on va se servir de l'énergie solaire, donc du rayonnement solaire qui va chauffer la machine pour créer de l'eau liquide. Voilà. Et celle-là, on l'a voulu comparativement à toutes ces autres solutions, comme une solution qui est facilement déployable, aussi simple qu'un panneau solaire. Aujourd'hui, il y en a partout. Voilà. Et avec un impact environnemental positif, c'est-à-dire que à fabriquer, c'est facile. Les matériaux qu'on utilise dedans sont plutôt pas polluants, de l'alu, du verre, des choses comme ça. Pas que. Voilà, faut pas se mentir, mais ça se passe assez bien. Et on prend de l'eau, de l'air. On le prend pas dans une nappe, on le prend pas dans une rivière, voilà. Donc du coup, sans consommer d'électricité, on arrive à faire quelque chose qui va finalement générer de l'eau à partir d'aucune autre consommation de ressources difficilement disponibles. Et donc du coup, on a quelque chose qui va être vraiment durable. Dans le détail, ça correspond un peu plus à ça. Donc des panneaux qui ressemblent à ça aujourd'hui. Voilà, parce qu'évidemment, on travaille pour les améliorer. Les performances qu'on indique, on les veut comme étant autonomes, c'est-à-dire on le dispose, on n'a pas besoin de le connecter à rien, ni au réseau d'eau, ni au réseau électrique. En réalité, ça consomme un tout petit peu d'électricité, il y a un ventilateur qui tourne dedans. Donc on peut pas faire zéro pour le moment, mais on améliore. Ça fonctionne en continu, c'est-à-dire tous les jours, ça crée de l'électricité, je vais vous le montrer juste après avec des courbes. Pardon, ça crée pas d'électricité, ça crée de l'eau, désolé. C'est écologique, j'ai donné les raisons juste avant, et ça fonctionne partout où il y a du soleil. Évidemment, ça se sert de l'ensoleillement et donc du rayonnement solaire pour chauffer la machine. Dans les endroits qui sont très nuageux, ça va moins bien fonctionner. La nuit, ça va moins bien fonctionner également, voire pas du tout, mais voilà. Donc on utilise la ressource de l'air, l'eau de l'air, donc c'est le sens. Une machine qui fait à peu près 1 mètre carré, comme c'est à peu près représenté ici, va créer 1 litre tous les jours. Voilà. Et sur l'aspect scientifique, pour revenir un peu à faire ces choses-là, donc nous, on a mis en place un programme scientifique en collaboration avec un laboratoire du CNRS à l'université de Perpignan pour améliorer ces machines. C'est de la recherche en thermodynamique. Alors, on n'a pas encore tous les résultats, donc je peux pas encore communiquer vraiment scientifiquement là-dessus. Ce sera peut-être pas à moi de le faire d'ailleurs, mais c'est pour dire que on travaille activement sur ces nouvelles technologies. On n'est d'ailleurs pas le seul acteur en termes d'entreprise qui essaye de promouvoir des technologies comme celle-là, créer de l'eau à partir de l'air et du soleil. Mais voilà, nous on mène un programme de recherche avec l'université de Perpignan pour réussir
à améliorer non seulement le procédé, c'est-à-dire la quantité d'eau générée, le faire plus efficacement, c'est-à-dire en baissant le coût de la machine ou en améliorant le cycle thermodynamique, et ce genre de choses. Je rentre pas plus que ça dans le détail, mais c'est pour dire que voilà, ça c'est l'aspect développement technologique sur lequel on travaille. Et le résultat, c'est ça. En bleu sur cette courbe-là, ou sur les deux courbes d'ailleurs, c'est du silicagel qui est mis dans la machine. C'est-à-dire que bon, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. D'ailleurs, je reviens, ce sera plus simple. Dans cette machine, son fonctionnement, il utilise des matériaux adsorbants. Les matériaux adsorbants, c'est ces billes de silicagel qu'on trouve dans les petits sachets à billes qu'on met dans les boîtes à chaussures ou dans les colis pour éviter que ça s'humidifie. Voilà. On connaît à peu près tout ça. C'est les petits sachets des humidificateurs. Voilà. Ça, les propriétés de ce matériau-là, c'est d'absorber l'humidité atmosphérique. Autrement dit, ça capture des molécules d'eau sous forme de gaz. Voilà. Nous, on en met plein dans la machine, et donc elle fonctionne sous un format à 2 cycles, enfin un cycle à 2 temps. En réalité, il y en a 3, mais c'est pas très grave. C'est pendant la phase nocturne où l'air est un peu plus frais, donc l'humidité de l'air est lui un peu plus fort, on va capturer ces molécules d'eau. Voilà. Et pendant la phase de journée, ce matériau gorgé d'eau, sous forme vapeur, du coup, va être monté en température avec l'action du soleil, et donc du coup, on va le condenser dans la machine. Autrement dit, ça va générer de la vapeur d'eau à l'intérieur de la machine, et c'est comme quand on est dans la douche, qu'on met l'eau chaude à fond. En réalité, on met de la vapeur d'eau partout. On met également des nuages, mais ça, c'est un peu de la brume qui se fait, mais on sature en vapeur d'eau l'air interne de la douche ou l'air interne de la salle de bain. Et ça va finir par condenser sur le carrelage plus loin ou sur le miroir les zones froides de la pièce. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la bouteille d'eau. Et bien là, c'est ce qu'on fait, mais dans la machine. On condense de l'eau dans la machine en saturant l'air interne d'humidité. Je vais pas plus loin dans la technique. Vous me poserez des questions avec plaisir. J'y répondrai avec plaisir si vous en avez besoin. Mais c'est ce que je montre ici. On teste différents matériaux adsorbants. Et on voit que les résultats sont à peu près similaires sur les différents matériaux adsorbants. Et surtout, ce que je veux montrer, c'est que ici, sur une durée d'un mois, donc le mois de juin, nos machines, ça c'est des tests, hein, on ne crée pas beaucoup d'eau parce que c'est des machines qui font 10 cm format A4, mais c'est pour tester le bon fonctionnement sur ces machines-là. On crée de l'eau tous les jours. Voilà. Quels que soient finalement les matériaux qu'on prend. Et si on fait le cumul, finalement, on crée de l'eau tous les jours et on voit qu'on arrive à disposer de façon continue d'eau alors qu'on est en juin en phase de canicule. Voilà. Ça, je voulais le dire. Alors, après, l'histoire de l'entreprise, hein, donc la start-up telle qu'on l'a créée, on a créé un démonstrateur qu'on a mis avec un partenaire qui est le centre commercial Auchan à Porte d'Espagne, où on a fait ce démonstrateur opérationnel qui crée de l'eau tous les jours. On a mis une plante, c'était une jardinière avec une plante grimpante, on l'a rendue autonome en eau depuis bientôt 1 an. En septembre, ça fera 1 an, à peu près. J'ai pas mis l'image là, mais en gros, avec un panneau comme ça, c'est arrosé tous les jours et comparativement à celle d'à côté, on le voit sur ces courbes-là. En bleu, c'est l'humidité du terreau dans lequel évolue la plante qu'on arrose tous les jours. Et donc on voit de la variation parce que l'air externe varie, mais également parce qu'on lui apporte de l'eau. Hein. Voilà. Celle d'à côté en orange, c'est la même plante qui est à côté, qui lui n'a pas le dispositif. Et on voit qu'une plante qui est maintenue dans un environnement sain, grâce à nous, va être maintenue à 50% d'hygrométrie du terreau. C'est parfait pour elle. Voilà, elle évolue, nickel. Voilà. Et celle d'à côté, alors à part quand il pleut, ça c'est l'avantage. Quand il pleut, les deux plantes sont ex aequo, mais il suffit de laisser passer quelques jours et tout de suite son environnement se dégrade. Et on se retrouve jusqu'à 20% d'hygrométrie du terreau pour la plante d'à côté. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas en bon état. Voilà. Et aujourd'hui, 2026, on mène de nouveaux projets avec de nouveaux partenaires, de nouveaux clients pour ce type de machines qui sont nos machines qu'on met en place pour rendre ici sur un toiture terrasse une jardinière, des jardinières autonomes en eau à une échelle qui commence à être industrielle. Et ça, on est une start-up, donc évidemment c'est difficile de mener à la fois le développement technologique, le produit, le marché, etc. Cette année, on franchit l'étape de développement industriel et de marché de plus grande envergure. Voilà, un projet qui est sur Perpignan. Avec
de la valorisation. Donc je l'ai montré des jardinières mises autonomes en eau pour nos solutions. Hein. Donc c'est un premier usage qu'on adresse. Faut bien comprendre ça. Nous on crée de l'eau. On a identifié un marché qui est porteur. On est une entreprise, donc on a besoin de trouver un marché qui va nous avoir besoin de nous plus fort que les autres. Et donc là c'est celui-là. Mais quand on fait de l'eau, tout le monde en a besoin. C'est une ressource vitale. Comme pourrait l'être l'électricité à une échelle différente ou comparativement, ou d'autres choses. Évidemment, il y a d'autres usages qu'on va essayer d'adresser, mais il faut qu'on commence en quelque part. Voilà. Et donc, je l'ai dit, donc de la jardinière autonome en eau, mettre en place des indicateurs, on l'a vu avec les courbes tout à l'heure, des quantités d'eau, la santé des plantes. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer, donc c'est pour ça que je le mets ici. Je m'étends pas là-dessus. Voilà. La trajectoire de l'entreprise, j'arrive au bout, est à peu près celle-là. Voilà, je vous décris une aventure entrepreneuriale, donc je vais jusqu'au bout. Donc je l'ai dit, cette année, des projets pilotes tels qu'on le fait. Et ce que je veux montrer, c'est que pour que ce type de produit ait un réel impact, 1 m², ça fait 1 litre d'eau par jour. Donc c'est pas beaucoup. Alors ça dépend combien ça coûte, évidemment. Si ça coûte 2 euros, ce qui n'est pas le cas, pas le cas du tout, ça va. Mais pour que ça devienne vraiment un effet de masse, moi je fais la comparaison de ce qui a été fait dans le panneau solaire photovoltaïque. Dans les années 70, le panneau solaire photovoltaïque, ici, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que ça divise par 10 à chaque pas ici. Le coût était gigantesque. Ça coûtait 10 000 euros le m², le panneau photovoltaïque dans les années 70-80. Aujourd'hui, il y en a partout, sous toutes les formes. On est 40 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, le prix a été divisé par 1000. Voilà. Par le développement technologique, la R&D, par les moyens industriels. Donc nous, on est au début sur le générateur d'eau. Peut-être que dans 40 ans, ce sera divisé par 1000. Et si on a autant de machines si peu chères partout dans le monde, là, on arrivera vraiment à faire un effet de masse et à vraiment créer énormément d'eau. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'aventure entrepreneuriale, de dire que par le biais industriel, on va réussir à améliorer les machines et à apporter des solutions de plus en plus grandes. Voilà. Avec ici la carte en 2024 des sécheresses en Europe. Nous, on commence dans les Pyrénées-Orientales, mais on va essayer de s'étendre géographiquement partout là où il y en a besoin. Voilà. Bon. Et quelques vues de l'esprit générées par l'IA, parce que voilà, c'est la mode, on est obligé de faire ça. Voilà, avec une mise en application dans le paysagisme, un jardin méditerranéen où on peut imaginer du coup un jardin méditerranéen rendu autonome en eau, ou dans l'agriculture avec la viticulture, où il y a beaucoup de mes clients et des partenaires qui me sollicitent pour ça, et avec des solutions qui vont finalement générer de l'eau, voilà, pour ces besoins-là. Et j'arrête là, je vous remercie, et voilà, tout simplement. Merci.